Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière, un carrefour moral, éthique, civilisationnel. D'un côté, un texte, celui sur les soins palliatifs, un texte porteur d'une réponse nécessaire, attendue, urgente, celle de garantir enfin l'égalité d'accès aux soins sur tout notre territoire, celle de réaffirmer une promesse républicaine, ne jamais abandonner un seul Français face à la souffrance. Mais ceux qui ont été chargés de le rédiger n'y ont, semble-t-il, jamais vraiment cru. Et cela se ressent, car sous couvert de solidarité, ce texte introduit en réalité une rupture, l'abandon institutionnalisé par la mise à mort. Sans même attendre que notre pays se dote des garanties fondamentales d'égalité d'accès aux soins, certains veulent déjà offrir une alternative. Mais de quelle alternative parlons-nous quand le choix réel n'existe pas encore ? Aujourd'hui en France, la liberté de mourir est envisagée, alors même que la liberté de vivre n'est toujours pas garantie. En effet, le texte qui nous est présenté ne se contente pas de modifier la loi. Il bouleverse le regard que nous portons sur la vie, la vulnérabilité et le rôle de la médecine. Il nous engage collectivement, bien au-delà des clivages partisans. À toutes les familles qui ont accompagné un proche, jour après jour, dans la maladie ou le handicap, à celles qui ont vu décliner un être cher avec impuissance, je veux dire, nous vous entendons. Nous savons ce que signifie la fatigue, l'épuisement, parfois la solitude. Ces douleurs traversent le corps autant que l'âme. Et parfois, oui, la tentation d'une délivrance émerge. C'est justement parce que nous ne jugeons pas ces pensées qu'il faut les accueillir avec compassion et surtout avec fraternité. La fraternité, c'est un engagement. C'est la promesse de soigner, de soulager physiquement comme moralement. C'est affirmer que la dignité d'une personne ne dépend pas de son autonomie, ne disparaît pas dans la maladie, que leur dignité ne passe pas par leur disparition. La fraternité, c'est enfin garantir qu'aucun citoyen ne devienne un poids pour la société. Le texte qui nous est soumis considère l'euthanasie comme une réponse possible, une solution médicalisée, cadrée, présentée comme rassurante. Mais que signifient ces termes au fond ? Qu'est-ce qu'une souffrance réfractaire ? Une affection incurable? Comment décider qu'une vie ne vaut plus d'être vécue? Ces questions ne sont pas théoriques, elles sont brûlantes, car les critères proposés sont flous, mouvants, vulnérables aux interprétations. Nous devons également, en conscience, interroger les non-dits de ce débat. Personne ici n'oserait réduire la fin de vie à une simple équation comptable. Et pourtant, les tensions budgétaires du système de santé sont bien réelles. Dans un tel contexte, qui peut garantir que la solution létale, qui coûte une centaine d'euros seulement, ne finira pas, un jour, par devenir une réponse rentable face à des soins pour pathologies graves qui, eux, s'élèvent à plusieurs milliers d'euros? Et que dire de la parole du patient? Sommes-nous certains qu'une demande de mourir soit toujours libre, éclairée, non influencée? Qu'un entourage soit systématiquement bienveillant, non intéressé? Qui, demain, protégera ces personnes vulnérables? Comment empêcher des cas comme Sophie, cette grand-mère hollandaise qui, souffrant de la maladie d'Alzheimer, avait demandé l'euthanasie par directive anticipée, mais qui a dû être endormie parce qu'elle se débattait de toutes ses forces au moment de l'injection létale, ne voulant plus mourir. Cet exemple, parmi tant d'autres, montre que cette loi touchera en réalité d'abord les plus fragiles. Les personnes âgées, celles en situation de handicap, les personnes isolées. Dans une société marquée par l'individualisme et la solitude, quel est le message envoyé? Qu'ils sont un fardeau. Preuve que ce projet n'est pas un progrès, mais un renoncement. Les exemples étrangers, du Canada aux Pays-Bas, nous avertissent. Les critères d'euthanasie s'élargissent inexorablement. De la phase terminale, on passe à la maladie chronique, puis à la souffrance psychologique, puis à la simple lassitude. Qui sera demain juge du mal-être de l'autre? Chers Français, vous qui nous écoutez, vous devez prendre la mesure de ce débat. Vous qui vivez dans des territoires où l'hôpital est à bout de souffle, où les soins palliatifs sont absents, est-il juste, est-il humain qu'on vous propose la mort alors même que le soin vous est refusé? Offrir la mort n'est pas une solution médicale, c'est un aveu de défaite morale. Non, la main qui soigne ne peut être celle qui tue. Et ce sont les soignants eux-mêmes, signataires du serment d'Hippocrate, qui demain devront porter cette charge. Enfin, chers collègues députés, nous avons une responsabilité historique. Tenir bon, choisir le soin, pas l'abandon, la présence, pas l'effacement, la vie même fragile, pas l'élimination. Car une société qui légalise le suicide assisté ou l'euthanasie ne se libère pas, elle abdique. J'en appelle donc à un sursaut de conscience, à une réflexion profonde sur ce que nous sommes en train de voter et ce que nous allons transmettre. Pas une société du tri et du renoncement, mais une société de l'attention et de la fidélité à la vie.